chez Tatou Senti. Le parfum, vous aimez? Eh bien, chez Tatou Senti, le premier podcast parfum et olfactif, on ne parle que de ça. Et oui, on sent tout. On sent les matières premières, les parfums avec les parfumeurs créateurs, sans oublier les créateurs de marques de parfums. En un mot, on y parle parfum et tout ce qui s'y rattache. Je suis Bettina Ekroyd, votre hôte et experte parfum. Et je vous donne rendez-vous tous les mardis sur Tatou Senti pour un moment convivial avec un invité pour parler de ses passions, de son parcours, de son métier et bien sûr, parfum, odeur et souvenirs olfactifs. Bonjour et bienvenue sur Tatou Senti, le premier podcast parfum et olfactif. Le parfum est toujours la star de Tatou Senti. Mais aujourd'hui, c'est celui de la cuisine italienne que nous allons évoquer avec Alexandra Pierini, une Italienne pur jus, originaire de Gênes et à la tête de Rapp Épicerie à Paris. J'ai d'ailleurs eu la joie de la rencontrer grâce à la pétillante Luana Belmondo que vous pouvez aussi écouter sur Tatou Senti. Attention, vous allez avoir faim en écoutant Alexandra. Exubérante, elle nous entraîne dans son trip pour la cuisine italienne et ses régions qu'elle défend bec et ongles. De Gênes à Aix-en-Provence, puis à Paris, et aujourd'hui, elle opère à Paris dans son épicerie aux 4 rue Fléchier. Une véritable caverne d'Ali Baba où on a le choix parmi 3000 références. Chacun de ces produits a été sélectionné soit pour son savoir-faire, soit pour le coup de cœur d'un artisan. Néanmoins, son ADN est bien marqué par la pâte, la pasta. En effet, transmission familiale oblige. N'oublions pas, nous sommes en Italie. De sa nonna, la grand-mère en italien, à sa mamma, ces dernières lui ont transmis les secrets du tour de main de la fabrication de la pâte artisanale. Donc, rien de plus normal qu'Alexandra y dédie un livre. Pasta Allegra, coécrit avec sa complice Sonia Esguglion, nous livre une trentaine de recettes. En avant, avanti, partons pour un fabuleux voyage au cœur de la cuisine italienne. Alors, bonjour Alexandra. Bonjour Bettina. Vous venez d'écrire un nouveau livre, Pasta Allegra, aux éditions Les Purs, avec votre amie et complice Sonia Esguglion. Racontez-nous d'abord comment vous vous êtes rencontrés et comment cette aventure à 4 mains a démarré et pris forme. Bon, déjà, avec Sonia, on se connaît depuis très longtemps. Je l'ai rencontrée, on se suivait d'abord un petit peu sur les réseaux. Et on s'est rencontrés dans ma petite épicerie que j'avais au tout début quand je suis arrivée sur Paris. Celle rue Rodier? Celle rue Rodier, oui. Dans la petite épicerie qui faisait juste 17 mètres carrés, où il y avait un nombre de produits presque incalculable. Et Sonia était de passage à Paris avec Emmanuel, son mari qui est photographe. Oui. Et ils étaient passés à l'épicerie et je me souviens qu'elle avait fait une razzia, elle avait pris plein de choses et surtout des produits bien ciblés qu'elle ne trouvait pas ailleurs, comme la collatura d'anchois, les citrons de Syracuse qu'à l'époque j'emportais déjà et qu'on trouvait pas chez les autres marchands. Et c'est comme ça que je l'avais trouvée fabuleuse. J'étais presque un peu intimidée, mais elle m'a dit qu'elle pensait la même chose que moi. Donc, c'était assez marrant. On a continué un petit peu comme ça à se suivre. Et c'est surtout elle, régulièrement, à tous ces passages à Paris, elle passait à l'épicerie. On échangeait toujours quelques petits mots. C'était une gourmande de pistaches, donc elle venait très souvent pour ça aussi. Donc, voilà, et un beau jour, c'est une amie commune, Anne Etor, qui est venue me voir et m'a dit « Mais écoute Alessandra, tu n'aurais pas envie peut-être de faire un livre avec Sonia parce que vous avez la même sensibilité, vous avez le même regard sur la cuisine.
tout en ayant des origines différentes, on avait quand même énormément de points communs. Oui. Et quels sont-ils, ces Donc, points communs? Les points communs, c'est déjà l'amour pour l'Italie. Oui. Sonia, elle est arménienne, mais elle va régulièrement depuis plusieurs années en Italie. Elle parle très bien italien. Et puis, elle fait aussi une cuisine avec des produits méditerranéens, déjà de son côté. Et ce sont des produits qui peuvent aller inversement dans l'une ou dans l'autre cuisine. Donc, ça, c'est assez fabuleux. Et donc, l'idée de travailler avec Sonia, ça m'a tout de suite emballée. Et puis, on m'a dit aussi que ce livre allait sortir éventuellement aux éditions de l'Épure. Donc, c'est ma Votre maison d'édition préférée. C'est là que j'écris les livres que j'adore, avec Sabine Buquet. Et donc, il y avait quand même pas mal d'arguments réunis pour que je dise oui. Donc, voilà, quoi, ça s'est passé comme ça, tout simplement. On est parti en Italie. On a fait un superbe voyage à Naples. Oui. Donc, on a eu le soutien de la maison Garofalo. C'est un producteur de pâtes dans la région napolitaine de Gragnano, qui nous a donné donc la possibilité de faire ce livre dans de très bonnes conditions. Et Emmanuel Auger, donc le mari de Sonia, a fait des magnifiques photos qui illustrent le livre que vous connaissez. Absolument. Et alors, on y retrouve 30 recettes. D'abord, comment vous les avez sélectionnées? Mais c'est non seulement 30 recettes, mais il y a 13 pâtes de différentes formes. Et, écoutez, ce qui était super dans cette aventure aussi, c'est qu'on avait carte blanche sur tout. Donc, on avait la possibilité de piocher dans tous les formats de Garofalo. Il y en a plus de 70. Et c'est quand même assez incroyable, sans vraiment se consulter. On a choisi pratiquement les mêmes formats et on a écarté les mêmes formats. Donc, il y avait certaines choses qu'on ne voulait surtout pas utiliser. Même si ce sont des pâtes italiennes, il y a quand même des formes qu'on n'aime pas dans notre cuisine. Et par contre, on s'est retrouvés à faire deux recettes, chacune avec son origine. Pour Sonia, un peu plus métissée. Pour moi, donc un peu plus traditionnellement italienne. Ça venait naturellement de cette façon. Mais presque la même recette interprétée sur le même format de pâte. Donc, c'était assez curieux et amusant. Oui. On a fait donc chacune de son côté, on a proposé des recettes avec des pâtes. On n'a jamais eu de problème. On les a échangées, on les a cuisinées et pour nous, c'était formidable. Et puis, on a choisi des recettes qu'on a fait vraiment à quatre mains. On s'est retrouvés à Lyon dans la très jolie cuisine de Sonia où on peut cuisiner pendant des heures sans s'arrêter. Et nous sommes d'abord, ce sont des recettes qu'on n'a pas écrites. Enfin, on a un peu la même façon d'aborder la cuisine. On va en fait sur le marché. Voilà, la cuisine du marché, la cuisine du jour, un peu la cuisine du frigo par moment, la cuisine de saison. C'est au fur et à mesure qu'on lave, qu'on étale, qu'on choisit, qu'on épluche les légumes, que la recette nous vient. D'accord. Et c'est comme ça, quand on s'est retrouvés à Lyon, pour ces recettes à quatre mains et pour faire toutes les autres aussi, qu'on a bien expérimentées entre nous. Comme vous venez de dire, pour réaliser ce livre, vous avez été soutenu par Garofalo. Qui sont-ils? Dites-nous en peu de mots, un petit peu plus pour... Alors, ce sont des producteurs de pâtes qui existent depuis 1789. Donc, c'est une des plus anciennes fabriques de pâtes dans la région de Naples, exactement à Gragnano. Gragnano, c'est le berceau des pâtes en Italie. C'est là qui se sont développés les artisans pastai, les pastiers. Déjà, à l'époque, il y en avait environ 150. De nos jours, il y en a plus que 14. Bon, maintenant, la pâte, elle s'est industrialisée, elle a voyagé, il y en a un petit peu partout en Italie. Mais Gragnano, c'est resté vraiment le berceau de la pâte, vraiment de la tradition, de la pâte faite à partir d'une matière première excellente, de l'eau de source, parce que ces pastiers étaient dans une vallée où il y a beaucoup de sources d'eau.
Et donc, c'est excellent pour la production des pâtes et aussi pour le goût des pâtes. Et il n'y a pas aussi des caves en stuc pour le séchage Ça, c'est fait surtout... ce qu'on faisait à l'époque, qu'on ne peut plus faire par des normes d'hygiène maintenant, c'était le séchage à l'extérieur, justement dans cette grande rue qui permet de communiquer dans cette vallée des Moulins, où il y a en fait le courant marin qui arrive d'un côté, et le courant, par contre, le vent de la montagne, qui se croisent et ils font vraiment un courant d'air qui permet de sécher les pâtes, qu'à l'époque, c'était surtout des pâtes longues qui étaient posées sur des étendoirs à pâtes, on dirait comme ça, pour pouvoir sécher à l'air et pouvoir les stocker, en fait. C'était la pâte qu'on gardait dans les placards, faite uniquement de semoule de blé dur et de l'eau. Ce n'était pas la pâte aux œufs fraîche qu'on peut faire aussi, mais qui n'était pas le cas ici. Et donc, maintenant, ces pâtes de Gragnano font partie de l'IGP, donc d'une indication géographique protégée, pour protéger ce savoir-faire, cette tradition, et pour souligner le travail artisanal de toutes ces pastiers dans cette région. D'accord. Alors maintenant, je vous invite à me suivre dans cette balade gustative avec Alexandra pour mieux la connaître. Donc maintenant, place à la note découverte. Donc quel est votre souvenir le plus fort? Est-ce qu'il est gustatif? Est-ce qu'il est olfactif? Ou les deux? Alors, je dirais qu'on peut partir d'un souvenir olfactif qui est devenu ensuite un souvenir gustatif. Alors là, je dirais tout de suite que c'est surtout l'odeur de la balade en forêt le matin d'été. Moi, déjà toute jeune, je me baladais dans la forêt, à la campagne, où nous avons la maison de famille. Qui est où en Italie ? Qui est dans la province de Parme. C'est à Vesta, exactement. C'est un tout petit hameau à côté de Corniglio, dans la province de Parme, à 50 km dans la montagne. Et c'est là qu'il y avait la maison de famille où sont nés mes arrière-grands-parents du côté de ma maman. Et nous avons toujours la maison où on se réunit en famille quand on peut. Maintenant, on est tous un petit peu loin. Mais donc, je me baladais souvent dans la forêt. Donc, il y avait pour chercher les champignons. J'étais même redoutable. J'adorais aller ramasser les cèpes. Donc, cette odeur un peu de l'humidité du matin, de l'humus, de la mousse des arbres, des feuilles et des champignons, de ces moisissures de forêt qui étaient quelquefois un peu terreux même. Un peu, tout à fait. Et donc, je ramassais les cèpes, je les ramenais à la maison et maman les cuisinait tout de suite le midi. Donc, j'étais fière d'avoir ramassé le déjeuner. Alors, maman, elle était très contente et quand j'en avais beaucoup, elle en faisait toujours sécher une partie. Alors ça, c'était encore autre chose parce que le cèpe sec, ça a quand même un parfum incroyable. Et j'en ai toujours dans mes placards, dans la cuisine. Et ça sent, dès qu'on ouvre le placard, on sent ce parfum. Ça me rappelle tout de suite ces moments d'enfance. Et ce parfum, il est intensifié? Il est comment par rapport à celui... Il est intensifié. Donc, je préfère presque le cèpe sec que le cèpe frais. Le cèpe frais, c'est l'envie vraiment de manger quelque chose qui vient d'être cueilli dans les bois. Mais je trouve que le cèpe sec... recueille tout son arôme et intensifie, et c'est délicieux. C'est après cuisiné dans une pâte ou surtout dans un risotto. L'odeur du cèpe sec, c'est assez exceptionnel. C'est dommage ceux qui ne le connaissent pas. Oui. Il faut aller chez Rap Épicerie pour venir en acheter et faire l'expérience. Aller dans la forêt, dans le sud de la France, dans l'Ardèche, je l'ai souvent ramassé aussi des champignons et des cèpes. Alors, vous êtes une petite fille d'agriculteur et de crémier. Quelle est en fait la place de la crème dans la cuisine italienne ? Y en a-t-il ? Bon, il y a une toute petite place. Je dirais qu'on fait bien sûr de la crème fraîche, même de l'excellente, même dans la région du Parmesan. Mais on utilise dans la cuisine, bien sûr, comme assaisonnement, beaucoup plus l'huile d'olive, mais aussi le beurre. Parce que la cuisine italienne, on l'a expliqué aussi sur notre livre La Pasta Allegra, c'est aussi une cuisine à base de beurre. Mais la crème, c'est
quelque chose qu'on utilisait en cuisine à la suite de la nouvelle cuisine française, en fait, quand on a voulu faire un petit peu comme les Français. D'accord. Et donc, qu'on a commencé à mettre un peu partout avec du saumon, qui n'était pas tellement traditionnellement italien, Oui, non plus. ou alors tout simplement avec des légumes, ou alors avec des champignons, souvent aussi. Mais c'est pas vraiment traditionnel. Ça a été un petit peu un héritage, une transformation de la cuisine. C'est pas particulièrement ce que je préfère. D'accord. Et donc, comme vous l'avez dit, vos origines sont entre Parme, c'est-à-dire à l'intérieur des terres, mais il y a aussi Gênes, qui est sur la mer. Donc, quelles sont les nuances culinaires entre les deux, s'il y en a? Mais j'imagine, parce qu'on est l'un sur une cuisine de terre et l'autre sur une cuisine de mer. Bah oui, donc moi je suis née à Gênes, papa est génois et maman, donc elle habitait à Parme et elle s'est transférée assez jeune, à 16 ans, avec sa famille donc au bord de mer, où mon grand-père, donc son papa, a ouvert una latteria, on est allé à une crèmerie, un endroit où on vendait le lait frais, le beurre, la crème, les œufs frais, un petit commerce de bouche et maman l'aidait donc dans cette petite crèmerie, épicerie. Et maman, donc, elle cuisine les deux cuisines, qui sont en fait très différentes, mais très complémentaires. Oui. Donc, la cuisine génoise, c'est une cuisine donc de bord de mer, mais pas forcément trop de poissons, parce que les Génois tournent un peu le dos à la mer, parce que c'est assez difficile. Les abords de l'eau, il y a toujours énormément de courant. Il y a beaucoup de vent, donc la pêche, c'est pas tous les jours. Et donc, c'est une cuisine, par contre, beaucoup d'herbes fraîches, Comme lesquelles? de pâtes, donc de la marjolaine, Oui. beaucoup, de la sauge, du basilic dans tous les sens. Et à Gênes, il existe un bouquet d'herbes fraîches sauvages qu'on ramasse dans la montagne. Même la népita, comme on peut trouver en Corse, le thym, ça peut s'apparenter aussi aux herbes de Provence, mais beaucoup plus variées. Ça s'appelle le prebuggion. Oui. Et donc, on fait des Prebuggion en bouillons italien. avec Non, on fait surtout des farces. Des farces dans les pâtes, surtout dans les raviolis. On mélange et on les met dans les tourtes qu'on fait énormément à Gênes, des tourtes de légumes, de blettes. Et on utilise beaucoup les épinards. C'est vraiment une cuisine assez légère et très parfumée. D'accord. Alors que À Parme. en Émilie-Romagne, donc à Parme, c'est la cuisine du beurre, du parmigiano reggiano, du jambon de Parme, des tortellini, de la mortadella. Donc un peu l'opposé. Mais nous avons toujours mangé les deux cuisines et les deux cuisines réussissent bien en famille en fait. J'ai cru comprendre que la cuisine, elle a été transmise par votre grand-mère et votre mère. Mais après tout, c'est normal, on est en Italie. Mais quels sont les plats qui vous ont marqué? Est-ce qu'il y a un geste qu'elles vous ont transmis? Oui, c'est surtout la pâte faite à la main, le pain, la pâte, vraiment la sfoglia, comme on dit chez nous, hein, la pâte pour faire les pâtes fraîches. Maman, elle préparait la pâte fraîche tous les dimanches matins. Tantôt c'était pour les lasagnes ou alors bien pour des tagliatelles. Là, elle faisait le pain, les tartes salées. Et pour les réunions de famille, dans des occasions surtout de fêtes religieuses, de Noël, de Pâques, ou quand il y avait toute la famille réunie, elle préparait les tortelli. Ça, c'est vraiment notre plat familial. Ce sont des raviolis originaires de Parme. Et pour ça, il faut faire la pâte fraîche, l'étaler au rouleau, ou alors à la machine, avec la manivelle. Et on fait une farce à base de ricotta, d'épinards, des œufs, beaucoup de parmesan. On les assaisonne avec beurre et sauge, ou bien avec un bon ragoût de viande. D'accord. Et votre grand-mère? Ça, c'était des choses que maman et la nonne, donc la grand-mère, faisaient ensemble. D'accord. Donc ça me plaisait beaucoup. Et ma grand-mère, elle faisait beaucoup aussi les gnocchis de pommes de terre. Donc je la vois encore, elle faisait bouillir, elle mettait une grande planche sur la table en bois. Mon oncle était menuisier. Donc, elle avait toutes sortes de planches et selon les pâtes qu'elle devrait préparer, elles étaient plus petites ou plus grosses. Elles s'adaptaient en fait à la taille du plat.
Elle préparait donc les gnocchis à base de pommes de terre. Elle les faisait dans un tour de main, elle les roulait avec la fourchette, elle les préparait avec 3-4 sauces différentes. C'était magique. Elle avait un savoir-faire. Pour elle, tout était simple. Il fallait des heures. Maintenant, si on doit faire ça, ça fait peur, mais c'est toujours... et voilà, c'est ça. Ce sont les mains Oui. à la pâte. Vraiment, c'est ce geste de force, parce qu'il fallait quand même avoir de la force pour pétrir, mais un geste un peu un peu maternel et très sensuel. C'est ce que j'allais dire, parce que moi, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai fait un CAP de pâtisserie et un candidat libre. Et effectivement, une des choses que j'adore faire, c'est effectivement cette pâte et de voir comment elle évolue, comment elle prend forme. Et effectivement, comme vous dites, c'est très sensuel et oui, moi, j'ai besoin tactile, vraiment... Autant j'aime la culture gastronomique, tout ce qui en découle, savoir, lire l'histoire, mais vraiment, je dois vraiment cuisiner, c'est toucher. indispensable de mettre les mains dans le... Tout à fait. dedans, oui. Ben, c'est comme ça qu'on la sent et qu'on la comprend. Qu'on peut la transmettre. Et voilà, et tout à fait. Et donc, oui, donc sont les mains, ce geste qu'elles vous ont transmis, cette puissance dans les pâtes. Alors, donc, vous êtes arrivé en France à 21 ans. Par amour pour un bel Italien qui s'occupera donc de première fabrique de mozzarella. Et quelques années plus tard, vous ouvrez à Marseille, donc nous sommes en 1993, Pasta e Dolce, votre première épicerie-restaurant. Donc, quels étaient les produits, là, à l'époque, que vous avez introduits et quels sont ceux qui ont remporté le plus de succès? Alors, il faut déjà dire que ça remonte bien il y a 27 ans, 27 ans en arrière. Donc, les produits italiens n'étaient pas aussi connus comme maintenant. Et en vogue. Pas en vogue, hein. Oui, maintenant, on en parle dans toute la presse. Donc, les gens ont un accès assez facile et ils connaissent, en fait. Mais à l'époque, il fallait vraiment faire une éducation assez importante. Donc, le magasin, ça a été le moyen vraiment de pouvoir transmettre cette passion que j'avais. C'est venu un peu, ça a été un peu une déduction logique de ma vie en France. Et le magasin donc vendait surtout ce que je proposais, c'était les produits que j'allais chercher moi-même avec une grosse fourgonnette tous les 15 jours en Italie. Alors, la proximité de Marseille avec l'Italie était très intéressante, donc ça m'aidait. Je pouvais faire ça entre le dimanche après-midi et le lundi de fermeture. Et ça permettait d'aller faire le marché. Donc, je proposais les produits ultra frais dans mon restaurant. Et puis, je vendais beaucoup de pâtes artisanales. La pâte, ça a toujours été quelque chose qui a accompagné ma vie parce que c'est vraiment une identité italienne très forte. Mais la pâte artisanale, comme on la connaît mieux maintenant, n'existait vraiment pas dans les rayons des magasins ni des supermarchés français. C'était un produit très cher, donc pas vraiment facile. Et donc, il fallait éduquer les gens, leur montrer que c'était vraiment quelque chose de grande qualité qui pouvait aussi sublimer énormément en plat. Qu'un paquet de pâtes, même si cher, on peut se le permettre du moment qu'avec un paquet de pâtes, on y mange au moins à 4 personnes. Et c'est très important d'avoir... la pâte n'est pas un accompagnement chez nous. La pâte, c'est l'élément principal. Et c'est grâce à ça que la sauce aussi, elle est bonne, elle est sublimée. C'est grâce à ça qu'on réussit une recette. Et donc, il a fallu que je cuisine sur place pour que les gens puissent goûter vraiment le résultat de tout ça et qu'ils puissent ensuite faire la démarche d'acheter le produit et de le cuisiner chez eux. Oui, donc vraiment, le restaurant et l'épicerie se renvoyaient la balle quelque Absolument, part. C'était le restaurant dans l'épicerie ou l'épicerie dans le restaurant. C'était un peu les deux et l'échange, était assez marrant en même temps parce que c'était un endroit qui grouillait de monde. On était 3 juste à l'épicerie, une personne qui restait en cuisine, moi que j'étais partout, et une autre personne plus au magasin et au service. Et le midi, c'était un petit magasin de quartier, mais il y avait
énormément de monde et ça crée en même temps aussi oui, toute une atmosphère. Une atmosphère. Et puis oui, et beaucoup une de ambiance. relations, une Oui. ambiance. Il y avait beaucoup d'Italiens qui venaient, qui donnaient Mhm. leurs recettes, mais il y a aussi des Français amoureux de l'Italie qui venaient pour passer un moment et parler italien. Oui. C'était un peu la récréation du midi. Et Il y avait combien de couverts à on peu avait près 22 couverts. Oui. On servait environ 35-40 couverts par jour. Oh, Donc, oui. c'était très intense. Tout à fait. Et je me souviens le jour où j'ai décidé, ça a été un peu du jour au lendemain, de vendre le magasin, le restaurant de Marseille pour venir à Paris. Les 2 derniers jours, il y avait la queue des gens dehors sur le trottoir pour... pas pour venir manger, mais pour témoigner de quelque chose. Ça a été un moment très fort dans ma vie. Oui, c'était très émouvant. Dans ma vie professionnelle, oui. Donc, c'est là que j'ai réalisé, en fait, que c'était plus qu'un magasin. Oui, tout à fait. Parmi toutes ces pâtes, est-ce qu'il y avait une recette qui remportait plus de succès, une spécialité? Oui, il y avait les pâtes, la sauce c'était selon les saisons. Voilà, on faisait plutôt du pesto à partir du mois de mars jusqu'à l'été. On faisait des sauces cèpes plus en automne. Mais ce que les personnes aimaient beaucoup, et je crois qu'on avait vraiment toujours à la carte, c'était le ragoût de viande. Ça, c'était tout simple. C'était la sauce qu'on appellerait plutôt sauce à la bolognaise. Moi, j'aime plutôt l'appeler ragoût à la viande, de viande parce que pas forcément on mélange les 3 viandes comme dans une sauce bolognaise. Donc, ça, oui, c'était été comme hiver. Mais l'été, c'était énormément les pâtes aux petits pois. Ils adoraient ça avec les petits pois frais. C'était pas très connu. Et moi, j'ai toujours fait des recettes avec beaucoup de citron. Oui. Toujours, j'adore le zeste de citron pour relever, donner du peps un peu. Et de l'orange aussi avec l'agneau. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Non. Je pense qu'une fois qu'on a goûté, on ne revient plus en arrière. Avant de rentrer donc chez Rapp, votre épicerie fine et pointue, connue des amoureux de la gastronomie italienne, pouvez-vous nous raconter un tout petit peu plus votre Madeleine de Proust culinaire? Oh, bon, non, moi, c'est surtout, il y a différentes madeleines. C'était d'abord les produits qui m'inspirent. Oui. Donc, c'est les agrumes que j'adore, dont le citron, mais le cédrat, la bergamote en saison. Je les utilise tout le temps frais, mais j'utilise beaucoup les zestes que je fais sécher, je réduis en poudre. C'est vraiment une épice dans ma cuisine. J'adore les capres, la capre vraiment au sel, ou alors qu'après je mets à l'huile d'olive, l'olive taggiasca, qui est vraiment l'olive de ma région, de la région d'Imperia, que c'est la même variété que la caillette niçoise. C'est une olive exceptionnelle qui est autant une olive de table que aussi une olive pour faire une très bonne huile. Donc l'huile qu'aussi j'utilise souvent. J'adore les noisettes, les amandes, les pistaches, tous les fruits secs. Et puis les tomates. La tomate, mais quand elle est vraiment très gorgée de soleil, juste saisie à la poêle, qui devient presque caramélisée. Ça, je trouve qu'avec l'ail, ça va. C'est quelque chose d'assez délicieux. Oui, c'est tout simple. Oui. Et quand vous parlez de la tomate, c'est celle qui a un nom particulier, une espèce, une variété plus exactement qu'une autre? J'aime beaucoup. Enfin, dans la sauce tomate qu'on fait minute, j'adore la tomate datterino, qui est une tomate, on dirait une petite olivette, un corps de pigeon plutôt, qu'on trouve surtout en Sicile. Aussi dans la région napolitaine, mais la sicilienne, j'aime beaucoup. J'aime la tomate de Pachine ou la tomate cerise en branche aussi également, que je fais confire au four à 140 degrés 3-4 heures, le temps qu'elle se caramélise. Je la pose juste sur des pâtes, juste sautées à l'huile d'olive. Ça, c'est aussi assez magique. D'accord. Est-ce que ce sont des tomates, parce que chez Rapp Épicerie, toutes les semaines, vous avez assez fabuleux, parce que c'est vraiment, c'est en direct. Est-ce qu'on peut les retrouver, ces tomates dont vous parlez? Bien sûr. Datterino, ciliegine, Pachine, on les a à partir du mois d'avril, mai, selon, ça dépend un petit peu de la saison, jusqu'au mois de septembre. Voilà, il fait encore très beau. On les a toujours un arrivage au magasin 2 fois par semaine. Et là, on vient de recevoir donc la tomate. Quand vous dites 2 fois par semaine, c'est... Le mardi et le vendredi. Si tout va bien. Il peut y avoir un problème de transport parce qu'on travaille vraiment avec...
que des petits producteurs et c'est une personne qui fait le voyage d'Italie qui réunit tous ces... Parce que bon, on est vraiment en épicerie, hein, on n'est pas un maraîcher. Donc, on tient vraiment à vendre des produits italiens qui aient un sens, qui aient une raison d'être là parce qu'on ne les trouve pas forcément ailleurs et parce qu'ils sont particulièrement bons et indispensables pour faire certaines recettes et puis vraiment qui méritent d'être connus. Donc, en fait, ce monsieur collecte tout. Il a une collecte en Italie, tout ça, de petits marchands, petits producteurs, parce que nous avons aussi des choses selon les saisons, qui viennent du Piémont, qui viennent des Vénéties. Je parle de toutes les salades amères de l'hiver. On a aussi beaucoup de produits siciliens, calabrais, comme la bergamote, le piment, les produits napolitains, comme les friarielli en saison, qui sont ces pousses de brocoli. Et différentes choses. Donc, voilà, vous les amène. Et il nous les amène. Ah, oui. Maintenant, poursuivons avec la note création-créativité. Donc, entrons maintenant de plein pied chez Rap Épicerie pour découvrir avec vous cette caverne d'Ali Baba italienne. Donc, comme on l'a dit, vous avez ouvert Rap Épicerie d'abord en 2010 rue Rodier. Puis, vous êtes maintenant, depuis 5 ans, aux 4 rues Fléchier. Et donc, je crois savoir que l'idée première de l'épicerie est née du fait que vos placards n'étaient pas assez grands pour tout contenir, toutes vos découvertes. Et donc, il fallait un endroit pour les ranger. Donc, quoi de mieux qu'une épicerie et une petite boutique. Donc, dites-nous en quelques mots, quel est l'état d'esprit de Rap Épicerie ? Donc, c'est une épicerie, j'espère, exubérante, parce que les Italiennes sont un peu comme ça. Donc, l'épicerie, c'est vraiment une fille, je trouve, avec son caractère bien trempé, assez pointu. Et j'espère que ça soit surtout une épicerie où on se sent bien, où on vient chercher vraiment un coin d'Italie. Je tiens particulièrement que les personnes, mes collaborateurs, les personnes qui travaillent avec moi, soient vraiment des personnes au départ passionnées, qui apprécient les bonnes choses, qui sachent cuisiner et qui soient contents de travailler au milieu de tous ces produits. Parce que c'est indispensable pour pouvoir ensuite recevoir les clients et leur expliquer tout ce qu'on vend. Et d'ailleurs, ça passe à travers nous. Donc, c'est très important qu'on l'ait spontanément et qu'on puisse aussi le transmettre. Et donc, il n'y a que juste 34 mètres carrés, mais je trouve que c'est énorme par rapport à la première épicerie qui ne faisait que 17. Je crois qu'il y a à peu près 3000 variétés de produits. Nous avons depuis une petite année déplacé la cave qui est au sous-sol, maintenant dans un local juste à 30 mètres. Donc, elle respire mieux parce que nous avons plus de 750 étiquettes de vins différentes qui représentent tout le terroir autochtone de cépages italiens, de la Val d'Aoste jusqu'aux Siciles et Sardaigne. Et sur les étagères, il y a une succession de produits de saison. Il y a des produits qui sont là tout le temps parce que plus faciles à repérer, d'autres qui arrivent à certains moments de l'année et qui disparaissent à d'autres moments, comme je pense au panettone, aux produits plus pointus des fêtes. Voilà, j'espère que les personnes arrivent comme ça, en rentrant chez nous, à faire un petit voyage gourmand. D'accord. On aura compris qu'en fait, vous aimez non seulement découvrir des savoir-faire, mais c'est aussi des artisans. Donc, quel est celui qui vous a le plus ému, le plus surpris ? Il y en a sûrement beaucoup, mais comme ça, à l'instant, quel est celui qui ressurgit ? Bon, mais écoutez, je vais vous dire, le dernier que j'ai rencontré, que c'était samedi, c'était, écoutez, à l'occasion juste de la dédicace de notre livre La Pasta Allegre avec Sonia. On a fait donc la présentation du livre qui vient de sortir à l'épicerie, à la cave. Et on a eu la surprise de la visite de mon producteur de colatura d'anchois de Cettara, du petit port de Naples, qui est arrivé avec son collaborateur Doddo, donc Gennaro et Doddo de Acquapazza de Cettara. Écoutez, ça a été
un moment de bonheur et tout s'est transformé tout de suite en fête, en joie. On a passé un moment extraordinaire. Ils ont commencé à préparer leur petite brusquette avec la tomate, le citron et la colatura d'anchois qu'ils préparent, qui est un extrait d'anchois, l'ancêtre un peu du garum des Romains, l'ancêtre du Nurgmam. Et voilà, donc je dirais que c'est eux, ils transportent avec eux un savoir-faire ancestral. Oui. Ils Depuis préparent, combien de temps? eux, ça fait plus de 30 ans. Mhm. Mais dans le petit port de Cetar, c'est ici vraiment que ce produit est le plus connu parce que c'est ici qu'on pêche des anchois formidables qu'on utilise donc pour faire cette colatura. L'anchois est juste pêché frais et tout de suite vidé. C'est mis superposé dans des tonneaux en bois avec des couches de sel de mer de Trapani. Donc les poissons se superposaient comme ça. Le tonneau est refermé avec un poids par-dessus et il fermente pendant 18 mois, 2 ans, 3 ans, voire on a goûté de la colatura d'il y a 5 ans, la dernière fois qu'on s'est rendu chez eux avec Sonia. Et ensuite, on perce le fond de ce tonneau et il sort goutte à goutte ce jus incroyable qui a une odeur assez prononcée, mais qui est un goût, en fait, umami assez extraordinaire, qui sert aussi bien pour assaisonner, par exemple, les pâtes. On les fait tout simplement avec des linguines ou des spaghettis, avec un petit peu de tomates sautées et de l'ail. Mais aussi c'est un exhausteur de goût on utilise goutte à goutte dans toutes les préparations, même des légumes ou autres, des risottos par exemple, pour rehausser les autres goûts et c'est fabuleux. Moi, je m'en sépare jamais. Et vous le connaissiez, enfant ou jeune Non. fille ou comment vous l'avez découvert? Je ne le connaissais pas parce qu'en Italie, la cuisine, elle est très, très régionale encore aujourd'hui. Bon, l'unité de l'Italie, elle ne remonte pas très longtemps. Non, les cuisines, il y en a énormément et partout. Et elles ne communiquent pas toujours forcément entre elles. Et c'est vrai que ma maman, elle cuisinait ce qu'elle avait appris, elle, donc c'était plutôt la cuisine du Nord. Et c'est ensuite, quand je me suis vraiment intéressée beaucoup à la cuisine et quand j'ai commencé à voyager dans le sud de l'Italie, que je suis arrivée en France et j'ai commencé à travailler dans le milieu de la mozzarella et de tous les fromages du sud de l'Italie, que j'ai commencé donc à aller chercher les produits du sud pour pouvoir les associer avec tous ces fromages. Et de là, on m'a fait goûter cette colatura. Bon, ça remonte déjà à plus de 25 ans. Mais voilà, et depuis, ça a été un peu le coup de foudre. Et j'en ai toujours vendu et on commence à en parler maintenant parce que on ne sait pas forcément comment l'aborder, comment l'utiliser. Et donc, c'est vrai que de la faire goûter un peu, parce qu'on a peur, en fait. Quand on dit un extrait d'anchois, on se dit « Ah, ça pue, c'est pas bon ». Et puis non, en fait, c'est tout le jeu de la fermentation qui est extraordinaire. Ça transforme les goûts et ça en crée d'autres. Cet umami exceptionnel, c'est un goût salin, suave, mais ça va au-delà même du goût du poisson en lui-même. Il y a même des notes de viande et des notes carnées, des notes de cuir, un sous-bois très fort. Donc, pour quelqu'un qui aime cuisiner, c'est quelque chose qui peut être une très belle découverte. D'accord. Mais donc, il faut apprendre à l'utiliser. Oui, on l'appréhende à la colatura. Si Alexandra vous a mis l'eau à la bouche, eh bien, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour continuer cette conversation passionnante et vous dévoiler d'autres secrets de la cuisine italienne.